die sich verantwortlich sind für das Geschick des deutschen Volkes. Eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und sich greift. Le 25 août 1944, les Français assistent à la libération de Paris. Ainsi s'achèvent pour eux 4 années de guerre et d'occupation. L'Allemagne a capitulé. La France a pris sa revanche sur le pays qui est considéré à l'époque comme l'ennemi héréditaire. Personne ne songe alors à une quelconque réconciliation. L'enthousiasme des Français est à son comble lorsque Charles de Gaulle accède à la tête d'un gouvernement provisoire de la République française à Paris. Mais le contexte européen a changé. Ce sont maintenant les États-Unis qui constituent la puissance dominante, et cela crée de nouvelles tensions. Je n'étais pas à Paris alors, mais j'ai été scandalisé par le fameux discours du général de Gaulle, où il affirme que Paris s'est libéré tout seul grâce à l'action du peuple français, sans dire un mot sur les Américains ou les Britanniques. Pour Roosevelt, le contact personnel comptait énormément. Et il se trouve qu'il avait beaucoup de mal avec de Gaulle. Il aurait préféré ne pas avoir affaire à lui. Pendant un temps, les Américains ont même cherché un autre interlocuteur. Mais de Gaulle s'était rendu incontournable. Le président Roosevelt prête à de Gaulle des intentions tyranniques, mais il est finalement obligé de traiter avec lui. Mais il ne faut pas oublier que de Gaulle a gagné l'essentiel, c'est-à-dire qu'il a gagné, d'une part, d'être reconnu comme un allié des Américains, de devenir pour la France membre du Conseil de sécurité, d'avoir une zone d'occupation en Allemagne et à Berlin, et par conséquent, même s'il y a eu des tensions franco-américaines, cela n'a pas empêché de Gaulle et la France de terminer la guerre en vainqueur. Grâce à une politique diplomatique habile, de Gaulle a assuré à la France un statut de vainqueur. Avant même la fin de la guerre, en décembre 1944, il conclut avec l'Union soviétique de Staline un traité d'amitié pour une durée de 20 ans. Mais en 1947, voyant la France en proie à l'agitation communiste, de Gaulle opère un revirement. Avec la guerre froide qui se développe, et surtout la présence en France d'un important parti communiste qui à certains moments représente le quart de l'électorat, il y a une véritable menace qui est ressentie de la part des dirigeants français de la 4e République à l'égard de l'Union soviétique. Cette menace qui est ressentie du côté de l'Union soviétique fait que la France va abandonner implicitement le traité franco-soviétique de 1944 et adhérer à l'Alliance Atlantique en 1949. L'Allemagne, qui était considérée comme l'ennemi à abattre et à tenir longtemps abattu, n'est plus l'ennemi numéro 1. L'ennemi numéro 1 devient l'Union soviétique, pour la France comme pour les Anglo-Américains. De Gaulle voulait détourner Adenauer et la RFA des Américains pour pouvoir organiser un contrepoids face à l'Amérique. Le projet initial de Gaulle, qui consiste à démanteler l'économie et le territoire allemand, est vite abandonné. L'Europe de l'Ouest a besoin de la force économique du pays vaincu. À la fin des années 40, alors qu'une nouvelle crise provoque une hausse du chômage et que le mécontentement croissant fait craindre de nouvelles menaces politiques, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, présente un plan visionnaire. L'intégration européenne par une mise en commun des productions d'acier et de charbon. En 1950,
L'objectif était encore d'assurer la sécurité face à l'Allemagne. Mais à l'inverse de ce qui s'était passé après la Première Guerre, il s'agissait cette fois de se prémunir contre le danger que représentait l'Allemagne en l'intégrant dans des structures européennes. Le plan de Robert Schuman prévoyait de contrôler le charbon et l'acier, c'est-à-dire les deux grands secteurs de base de l'industrie militaire. Mais ce qu'on ne dit pas en Allemagne, et qu'il conviendrait aujourd'hui de rappeler, c'est que la France consentait là à un sacrifice, puisqu'elle renonçait à une partie de sa souveraineté. L'Allemagne, elle, et c'était le sens de la politique d'Adenauer, s'efforçait d'obtenir l'égalité des droits, et c'est précisément le plan Schuman qui l'a rétabli. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1951, a pour but de renforcer deux secteurs clés et donc de soutenir l'économie de l'Europe. L'idée qu'elle puisse déboucher un jour sur une fédération politique est absolument inenvisageable par la France de l'époque. Pour la toute jeune République fédérale d'Allemagne, faire partie de cette communauté équivaut déjà à un premier retour dans le concert des nations. Une fois de plus, c'est la guerre qui conditionne les intérêts de chacun. Lorsqu'au mois d'août 1950, les troupes nord-coréennes envahissent le sud du pays et que les Américains décident d'intervenir dans le conflit, le monde entrevoit déjà une troisième guerre mondiale. Près d'1 million de soldats et 3 millions de civils mourront au cours des 3 années qui suivent. Pour l'Allemagne, la guerre de Corée apparaît comme un énorme programme de soutien à la production. Et sur le plan politique, elle lui permet de franchir une nouvelle étape vers la souveraineté totale et l'égalité des droits. Lorsque la guerre de Corée a éclaté et que beaucoup de gens ont cru qu'une troisième guerre mondiale était possible, les Américains ont encouragé le réarmement de la RFA. Au départ, l'idée était de créer une communauté européenne de défense. L'Allemagne n'aurait donc pas eu d'armée indépendante. Les soldats allemands auraient travaillé sous les ordres d'officiers français, britanniques ou américains. Mais à Paris, pour ceux qui considéraient encore l'Allemagne comme une menace, c'était déjà allé beaucoup trop loin. Pendant la guerre de Corée, voyant l'Allemagne de l'Est poser les bases d'une organisation militaire, l'Europe de l'Ouest craint désormais une attaque communiste. Le chancelier Adenauer imagine déjà l'armée rouge avancer jusqu'au Rhin et réclame aux alliés occidentaux de nouvelles garanties de sécurité. Mais à ce stade, la majorité des Français ne peut encore admettre que la RFA retrouve une armée indépendante. Dans les années 1951-52, tout gouvernement français qui aurait cautionné l'idée d'une armée allemande aurait été aussitôt contraint de démissionner. Mais les projets d'une armée allemande indépendante sont depuis longtemps relégués aux oubliettes. En 1950, lors d'une réunion du Conseil de l'Europe à Strasbourg, le Premier ministre britannique Winston Churchill réclame la création immédiate d'une armée européenne incluant une participation allemande. Par le biais du réarmement, Konrad Adenauer entend restaurer la souveraineté totale de la RFA. Lors des entretiens de Petersberg, auxquels il assiste accompagné de son conseiller Theodor Blank et des ex-généraux de la Wehrmacht Adolf Heusinger et Ernst Speidel, il soumet aux Alliés une proposition de contribution militaire. Un projet de défense commune devrait constituer un cadre acceptable pour la France. En 1952, Robert Schuman et Konrad Adenauer signent un traité qui institue une communauté européenne de défense. L'année suivante, il est ratifié au Bundestag avec une forte majorité. En coulisses, pour calmer les craintes françaises encore tenaces, Reinhard Gehlen agit à la tête des services de renseignement allemands. Au début des années 50, et même dès la fin des années 40, Reinhard Gehlen avait commencé à réunir des équipes pour travailler à l'organisation d'une nouvelle force militaire en Allemagne occidentale.
Il existe toute une série de dossiers qui témoignent qu'il avait posé des jalons dans ce sens. Et si mes souvenirs sont bons, il avait déjà soumis aux Français des nominations possibles au poste de commandement de la future défense allemande. Le chef des services secrets allemands éprouve la plus grande méfiance vis-à-vis des États-Unis. Il se tourne plutôt vers ses voisins d'outre-Rhin et noue des liens avec eux. Il y avait très peu de réticence. Du moins, les Français qui travaillaient avec nous n'en montraient pas. On avait l'impression de travailler avec des collègues officiers. Tout se passait très simplement. Finalement, le réarmement de la RFA ne sera pas scellé par un traité franco-allemand, mais se fera sous l'égide de l'OTAN. Les États-Unis envoient une première livraison d'armes et de chars après que l'Allemagne de l'Ouest a recouvré son entière souveraineté en 1955. L'idée d'une intégration européenne dans le domaine militaire a donc échoué. Le gouvernement français n'est pas encore prêt à un tel rapprochement avec les Allemands. La mise en œuvre de la communauté européenne de défense aurait obligé la France à renoncer à son armée nationale, puisqu'elle aurait été intégrée à une armée européenne. Tandis que pour l'Allemagne, qui n'avait pas d'armée, participer à une force européenne aurait été vécu comme une avancée positive. Mais ce n'est pas la seule raison de l'échec de la CED à Paris. Certes, le gouvernement socialiste dirigé par Pierre Mendès France soumet le traité au Parlement pour qu'il le ratifie, mais, en parallèle, il poursuit un autre objectif totalement incompatible avec l'idée d'une défense commune. Mendès France et le président Vincent Auriol approuvent en effet le programme nucléaire français, et cela malgré l'opposition des États-Unis. Au départ, ils voulaient l'aval des Américains pour lancer leurs recherches nucléaires. Mais l'administration Eisenhower hésitait à fournir à la France une technologie qui lui permette de se doter de la bombe nucléaire. Parce que si elle donnait son accord à Paris, comment le refuser à Bonn? Beaucoup d'Américains avaient peur que les Allemands développent eux aussi l'arme nucléaire. Pendant longtemps, ils ont craint que la France et l'Allemagne conjuguent leurs efforts pour la mettre au point. Alors que les États-Unis redoutent une éventuelle force de frappe nucléaire franco-allemande, la France, elle, n'est pas du tout prête à l'envisager. Son programme nucléaire a pour seul but de hisser la France au rang des puissances mondiales et d'asseoir sa supériorité sur l'Allemagne. Certains Allemands, le nouveau ministre de la Défense, Franz Josef Strauß par exemple, auraient pourtant été prêts à participer au projet nucléaire français. Une position que les États-Unis observent de près. Ce qui se jouait, c'était de voir si l'Allemagne développerait une politique indépendante avec la France ou si elle déciderait finalement de rester dans le camp américain. Mais sur le chemin de la réconciliation franco-allemande, d'autres obstacles devront encore être aplanis. Il faut décider par exemple de l'avenir de la Sarre. Cette région allemande est alors liée à la France par une union économique et monétaire. Ce statut spécial est avant tout dicté par des intérêts économiques. Il y avait un enjeu qui était l'accès au charbon de la Sarre. Il faut savoir qu'avec la Ruhr, cette région était l'une des plus riches d'Allemagne, voire d'Europe et du monde. Nous avions un niveau de vie nettement supérieur aux autres. Les Français voulaient avoir accès au charbon. Tout l'enjeu était là. Les services de renseignement travaillent avec leurs homologues et contre leurs homologues. Il y a opposition, bien sûr, lorsque les intérêts nationaux sont divergents. Et justement, au sujet de la Sarre, les intérêts français et allemands étaient diamétralement opposés. Les Français se sont servis de leurs services secrets pour tenter d'empêcher que le référendum sur la Sarre donne lieu à de véritables élections libres. Les services secrets allemands, eux, manœuvraient en sens inverse.
Durant l'été 1955, le référendum sur le statut de la Sarre donne lieu à des campagnes de propagande acharnées. Plusieurs grands partis ouest-allemands comme le SPD et la CDU sont tenus à l'écart ou ne peuvent y prendre part qu'au dernier moment. Malgré tout, Bonn fait tout ce qui est en son pouvoir pour influer sur l'issue du scrutin. Dans les années 1954-55, pour toutes les opérations des services secrets allemands, il fallait obtenir au préalable l'aval de la CIA. Or, il n'était pas pensable que la CIA autorise une opération allant à l'encontre de la France, son allié. Il fallait donc trouver des moyens détournés. C'est ainsi que l'on a choisi de diriger les opérations depuis les services de Hambourg et de travailler en étroite coopération avec le ministère fédéral. C'est ce qui permet, entre autres, de financer l'intervention de Richard Christmann, un ancien agent du Troisième Reich chargé par les services secrets d'œuvrer pour le rattachement de la Sarre à l'Allemagne. Pour la Sarre, Christmann avait reçu 3 missions. Premièrement, fournir des renseignements sur des personnalités pro-françaises. Deuxièmement, initier certains groupes d'opposition aux méthodes de renseignement et les former aux actions de sabotage. Troisièmement, et c'était là la partie la plus importante, acheminer jusque dans la Sarre des tonnes de matériel de propagande, en particulier le journal Bad Kreuznacher Zeitung. Nous avions un journal social-démocrate, Die Freie Saarpresse, mais il était impossible de l'imprimer ici. Nous devions l'imprimer à Mannheim, puis le ramener dans la Sarre de façon plus ou moins clandestine pour pouvoir le distribuer discrètement. Finalement, en octobre 1955, plus des 2/3 des votants se prononcent pour le rattachement de la Sarre à la RFA. Mais cette défaite de la France ne provoque pas de nouvelles tensions entre Bonn et Paris. Au contraire, lorsqu'ils se rencontrent au Luxembourg, Guy Mollet et Konrad Adenauer balaient d'un revers de main tout ce qui pourrait constituer un obstacle à la réconciliation. J'ai été très impressionné que Paris accepte pratiquement dans la nuit le résultat du référendum. Cela a influencé de façon très positive mon rapport personnel à la France. Mais si Paris renonce aussi vite à la Sarre, c'est que la France se débat avec d'autres problèmes liés à l'effritement de son empire colonial. En Indochine, les combats continuent à faire rage. Les États-Unis, qui ont des intérêts communs, financent aux 3/4 cette guerre menée par la France. Ils pensaient que le communisme gagnait du terrain et espéraient que les Français se battraient à leur côté. Ils espéraient aussi que la France admettrait qu'elle ne pourrait pas à la fois vaincre le communisme et conserver ses colonies en Indochine. Mais les Français ont fini par ne plus vouloir se battre pour les Américains. À Paris, un nouveau gouvernement dirigé par Pierre Mendès France accepte un compromis. Les Américains, eux, considèrent qu'il reste une chance de sauver le Sud-Vietnam. Ils reprennent la main et sont finalement contraints de mener une nouvelle guerre. En mai 1954, la défaite de Dien Bien Phu met un terme à la domination coloniale française dans le sud-est Pacifique. Désormais, dans cette partie du monde, les Américains restent seuls pour lutter contre l'avancée du communisme. Dans l'espoir de garder les Français à leur côté, ils proposent d'utiliser l'arme nucléaire, mais Paris refuse. Les priorités ont changé. Une fois encore, cela ne sera pas sans conséquence sur la politique européenne des États-Unis. Effectivement, les Américains ont décidé qu'à l'avenir, ils n'auraient plus besoin de la France. Ils pourraient se contenter de la RFA et des ports de l'Atlantique Nord pour ravitailler l'Allemagne en cas de guerre. La deuxième moitié des années 1950 est émaillée de tensions internationales suscitées par la guerre froide. Pendant la crise de Suez de 1956, l'Union soviétique et les États-Unis imposent aux Anglais et aux Français de se retirer d'Égypte. Ce revers incite la France à se rapprocher davantage de ses voisins européens.
La crise de Suez donne aux États-Unis l'occasion de dire une nouvelle fois clairement à la France qu'elle n'est plus une puissance mondiale, mais seulement une puissance européenne de second rang. Au moment de cette crise, Adenauer tient à honorer un voyage prévu à Paris où il rend visite à Guy Mollet. Par ce geste, il souhaite signifier sa solidarité avec la France. Au moment précisément où l'échec de l'opération de Suez intervient, il y a une espèce d'axe franco-allemand qui se crée et le chancelier Adenauer aurait dit à Guy Mollet, à propos de l'opération de Suez qui est un échec, « L'Europe sera votre revanche ». À l'heure où les empires coloniaux se désagrègent, l'Europe apparaît comme une chance. En France, le président du Conseil, Guy Mollet, ne s'y trompe pas. Il fait partie des 7 chefs de gouvernement qui signent en 1957 à Rome les traités instituant la Communauté économique européenne. Sur fond de crise de Suez, le partenariat franco-allemand devient le moteur de l'intégration européenne. Donc solidarité au moment de la RFA, au moment de la crise de Suez, et puis une solidarité très affichée d'ailleurs par le général de Gaulle au moment de l'ultimatum de Khrouchtchev sur Berlin en 1958, et solidarité qui sera réaffirmée d'ailleurs en 1961. Donc là, on a, bien avant la signature du traité de l'Élysée, une sorte de coopération qui se démontre au niveau politique. Mais pour l'heure, la France traverse une grave crise existentielle. L'Algérie, qui est alors bien plus qu'une colonie, se bat pour obtenir son indépendance. Le conflit pousse des centaines de milliers de personnes à descendre dans la rue, à Paris, pour réclamer un homme fort. Charles de Gaulle répond à l'appel. En 1958, 12 ans après avoir quitté la tête du gouvernement provisoire, il revient pour résoudre la guerre d'Algérie. Les Français ne voient personne d'autre capable de mener à bien une telle mission. À Bonn, en revanche, on est plutôt inquiet quant à l'avenir des relations franco-allemandes. Quand de Gaulle revient au pouvoir en 1958, le chancelier Adenauer est extrêmement inquiet. Revient au pouvoir quelqu'un qui s'était prononcé contre le plan Schuman, contre la CED, et qui très vite va quand même dire clairement qu'il ne remettra pas en cause les traités de Rome, et qui va avoir le souci de rassurer Adenauer. Donc la fameuse rencontre de Colombey-les-Deux-Églises en septembre, de Gaulle veut l'organiser pour rassurer Adenauer. C'est le coup de foudre. De Gaulle fait venir Adenauer à Colombey-les-Deux-Églises, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Entre les deux hommes, le courant passe. Adenauer vouait une admiration sans borne à de Gaulle, et celui-ci était heureux de se sentir admiré par un homme de cette stature. Ainsi naît une relation extraordinaire entre les deux chefs d'État conservateurs. Ils savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Tandis que la France se bat en Algérie, la RFA, à la suite de la crise de Berlin, se voit soumise à une pression accrue de la part de Moscou. Une fois de plus, c'est la situation internationale qui renforce l'axe Paris-Berlin et amène de Gaulle à adopter une ligne pro-européenne. La différence, c'est que de Gaulle est désormais à moitié converti à ce qu'il combattait autrefois, et qu'il a rallié des millions de compatriotes à cette conversion. C'est son grand exploit. Pour le reste, ce qui devait provoquer la chute de la 4e République était déjà joué. La guerre d'Algérie, qui éclate le 1er novembre 1954, menace de déchirer la société française. L'armée française combat avec brutalité les militants du mouvement indépendantiste, mais aussi les civils. Des milliers de personnes sont arrêtées, torturées et exécutées. En 1957, l'armée nettoie la Casbah d'Alger pour en déloger tous ceux qui soutiennent le FLN. Sur le plan international aussi, les gouvernements français sont soumis à une pression de plus en plus grande. Ils n'ont plus qu'un allié de poids, la République fédérale d'Allemagne.
En 1945, le grand ennemi de la France, c'était l'Allemagne. L'Union soviétique faisait alors partie des Alliés. Après 1958, la 4e République s'achève. Et là, l'Allemagne apparaît comme le seul ami de la France. L'Union soviétique fait face au pacte atlantique, tandis que l'Amérique et l'Angleterre ont l'air décidées à exiger de la France qu'elle renonce à l'Afrique du Nord. La 4e République fait donc les frais de ce conflit nord-africain. En 1958, lors de son premier voyage à Alger, De Gaulle est acclamé. Tout le monde se réjouit, les Algériens comme les ultranationalistes français. Un tragique malentendu. De Gaulle se retrouve isolé, même vis-à-vis de l'allié américain. De Gaulle tenait à ce que la France possède l'arme nucléaire, à ce qu'elle conserve son influence sur une bonne partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Il souhaitait aussi que l'OTAN reconnaisse la France comme la force prépondérante dans différentes parties du monde. Mais c'était une idée à laquelle les Américains et les Britanniques étaient très réticents. Traditionnellement, et depuis 1942, les États-Unis sont une puissance décolonisatrice. C'est la politique officielle des États-Unis qui est régulièrement affirmée. Les États-Unis sont nés, comme vous le savez, de la colonisation et ils se sont toujours affirmés par la suite comme étant une puissance décolonisatrice. Après le débarquement en Afrique du Nord, en 1942, les États-Unis, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'ont cessé d'accorder un soutien régulier aux nationalistes nord-africains. Le ministère des Affaires étrangères parle alors d'un choc des civilisations et explique qu'en Afrique du Nord, c'est la civilisation occidentale qu'il défend. La guerre d'Algérie capte désormais l'attention de toute l'Europe et même du monde entier. Le conflit dépasse largement le cadre de la lutte pour l'indépendance. Pour les Français d'Algérie les plus radicaux, qui combattent le mouvement indépendantiste, il en va de l'avenir de la France et du salut de la civilisation occidentale. Tel est également le point de vue du chancelier Adenauer. Toutefois, Bonn joue depuis longtemps sur deux tableaux. C'est-à-dire que l'Allemagne officielle soutienne la France, et pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que pour Adenauer, l'action de la France en Algérie, c'est une action en faveur de l'Occident. Et il n'y a pas plus anticommuniste que le chancelier Adenauer, et par conséquent, il ne saurait pas s'opposer à la politique algérienne du général de Gaulle. La politique officielle du chancelier et du ministère des Affaires étrangères s'efforçait à la fois de ménager la France et les pays arabes qui observaient de près l'attitude de la RFA dans ce conflit. Quant aux services secrets, ils ont clairement pris parti en faveur du mouvement de libération algérien et de l'ALN, son bras armé. Depuis longtemps déjà, le FLN a porté le combat jusqu'en Europe. À Paris, la police et l'armée s'en prennent brutalement aux partisans du mouvement indépendantiste. Beaucoup viennent d'autres pays européens, où ils trouvent refuge, entre autres en RFA. Il y avait la lutte pour l'Algérie, mais aussi pour son pétrole. Et la CIA américaine défendait très activement ses intérêts pétroliers, entre autres contre les Français. Et puis il y avait aussi les exportations vers les pays arabes. La RFA souhaitait accroître ses échanges avec l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Bien sûr, si ces pays constataient que la RFA se rangeait du côté arabe, ils seraient plus disposés à commander des biens de consommation allemands. Pour mener ses opérations secrètes en Afrique du Nord, l'Allemagne de l'Ouest fait appel à un agent de haut vol, Richard Christmann. De son côté, la police secrète est-allemande garde un œil sur ses activités.
En janvier 1958, le gouvernement tunisien missionne Christmann pour construire un casino. Une opération baptisée Maison d'or par les services secrets allemands. Les Allemands y investissent beaucoup d'argent. Ils font même venir les Tunisiens en Allemagne pour se mettre d'accord avec eux et signer un contrat stipulant que le personnel devra comprendre un nombre important de ressortissants allemands. Christmann a vraiment joué un rôle de conseiller militaire auprès des Algériens. C'est ce qui ressort d'un grand nombre d'opérations. Il leur a procuré du matériel sanitaire ainsi que des casques et des pièces d'uniforme. Il les a conseillés et formés aux techniques du renseignement. Il a participé à des actions de propagande pour inciter les Allemands engagés dans la Légion étrangère française à déserter. Mais le clou, ça a été l'opération Hirondelle qui a été menée en RFA. À l'issue de cette opération, une cinquantaine d'officiers français d'origine algérienne ont déserté d'un coup pour rejoindre les forces de l'ALN. Dans ce double jeu avec les pays arabes, les services de renseignement est-allemands de la Stasi utilisent également Hans Sommer, un ancien criminel de guerre nazi. Une histoire d'espionnage typique de l'Allemagne de la guerre froide. Il est apparu assez clairement que le FLN algérien avait reçu des propositions pour des armes à feu et des mitrailleuses. Ces offres émanaient de l'entreprise de Hans Sommer, installée en Italie. Hans Sommer a tout planifié au nez et à la barbe de la Stasi. Richard Christmann était également impliqué dans cette histoire. La Stasi le soupçonnait de recruter à Brême des Allemands spécialisés dans les explosifs pour aider le FLN. En Algérie, la situation devient de plus en plus confuse, violente et désespérée. Que ce soit à Bonn, Berlin-Est ou Paris, chacun ne cherche qu'à défendre ses intérêts tout au long d'un conflit qui fera des centaines de milliers de victimes. Le FLN le sait et l'exploite. Le Front de Libération Nationale recrutait des ouvriers algériens à l'étranger, pas seulement pour en faire des combattants, mais surtout pour qu'ils se cotisent. Ils étaient obligés de mettre la main à la poche. Avec cet argent, le FLN achetait des armes pour les combattants qui luttaient en Algérie. Il cherchait surtout à acheter des armes en Allemagne. Il y a, on l'oublie souvent, des troupes françaises en Allemagne et que les forces françaises en Allemagne vont être un lieu tout à fait important pour le développement de la contestation contre la politique du gouvernement dès la fin de la IVe République, mais surtout à partir du retour au pouvoir du général de Gaulle. Donc ça, c'est le premier point qui cristallise une tension entre la France et l'Allemagne. Le second point, c'est bien sûr que le FLN va trouver en Allemagne un lieu, un pays qui va lui servir de refuge et un lieu qui va lui servir en même temps d'approvisionnement, puisqu'une partie des armes de l'ALN et de la rébellion algérienne vient d'Allemagne. Les ouvriers algériens qui travaillaient en Allemagne et les marchands d'armes allemands qui approvisionnaient le FLN sont devenus la cible des services secrets français qui ont assassiné des représentants du FLN en Allemagne et sont même allés jusqu'à poignarder le représentant du gouvernement algérien sur le perron de l'ambassade de Tunisie. Ils ont commis des attentats contre des marchands d'armes allemands. Certains ont même été tués. Ils ont également fait sauter des navires, comme ce bateau dans le port de Hambourg. À la fin des années 1950, une vague d'attentats visant des Algériens installés en Allemagne fait la une des journaux. Les soupçons se portent aussitôt sur les services secrets français et l'organisation armée clandestine Main Rouge, avec laquelle les services secrets allemands sont également en contact. Donc c'est avant d'ailleurs l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle que l'action des services secrets sur le territoire allemand, violant la souveraineté allemande, violant le droit allemand par ailleurs, bien sûr, commence. Des citoyens allemands, en particulier des marchands d'armes qui aident les rebelles algériens, sont également la cible d'attentats à la bombe ou de coups de feu. On sait aujourd'hui que les autorités et le gouvernement ouest-allemand connaissaient les commanditaires de ces attentats.
Les Allemands ont laissé faire. Le gouvernement savait très bien ce qui se passait, mais il n'intervenait pas. À l'inverse, il a intensifié ses relations avec la Sûreté nationale française, l'équivalent du FBI. S'ils n'étaient pas en mesure d'arrêter les attentats, les Allemands voulaient au moins que les Français agissent plus discrètement. En réalité, ils ont aidé la France à surveiller le FLN. L'autre possibilité aurait été de faire cesser les opérations françaises sur le territoire de la RFA en recourant à la voie diplomatique ou aux services secrets ou policiers. Mais cela aurait provoqué une crise entre Paris et Bonn que ne souhaitaient ni les services secrets ni le milieu politique. Les Allemands devaient donc accepter ces opérations françaises, même si elles allaient à l'encontre de celles qu'ils menaient en Afrique du Nord. La propagande de la RDA s'efforce de tirer parti de la coopération allemande avec les services secrets français. En RFA, les autorités veillent à ce que leur double jeu en pays arabes ne vienne pas compromettre la ligne officielle du gouvernement Adenauer. Bonn avait bien sûr donné l'ordre de soutenir le FLN. Mais le chancelier n'était pas personnellement informé de tous les détails des opérations, entre autres pour qu'elles ne puissent pas lui être reprochées par les Français. Avant le retour de De Gaulle, le gouvernement socialiste est pris pour cible par les ultranationalistes qui, parallèlement, recherchent le soutien des services secrets ouest-allemands. J'étais en poste depuis seulement quelques mois quand un contact me communique une demande formulée par, disons, des Français d'Algérie, pour rester vague, qui veulent savoir quelle sera l'attitude du gouvernement de la RFA s'ils organisent un putsch contre Paris. Devront-ils compter sur un laisser-faire, un soutien ou carrément un soutien actif? L'affaire avait l'air très sérieuse. Il a même dû être question de livraison d'armes. Le très puissant président De Gaulle, dont la politique s'oriente vers une rapide indépendance de l'Algérie, est à son tour pris pour cible par les ultranationalistes. Lors de son passage triomphal à Alger, il est encore accueilli par une poignée de main du général Massu. Mais en avril, des généraux français tentent un coup d'État sous la houlette de Jacques Salan et Maurice Schall. Ce putsch échouera quelques jours plus tard suite aux appels vibrants du général de Gaulle. Les services secrets ouest-allemands comprennent alors pourquoi ils avaient été sollicités par des Français d'Algérie. Au moment de la tentative de putsch, j'ai tout de suite compris que c'était ces gens-là qui avaient contacté nos services pour préparer leur opération. Un ancien compagnon de route du général de Gaulle cherche lui aussi le soutien des services secrets ouest-allemands. Georges Bidault a été ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. Alors qu'au plus fort de la guerre d'Algérie, il soutenait de Gaulle, il devient cette fois un farouche adversaire du général, dont il combattra la politique d'indépendance par tous les moyens. Bidault utilise contre de Gaulle ses bons contacts avec les services secrets allemands. Au moment de la guerre d'Algérie, Bidault va prendre la tête de ce qu'il appelle le Conseil national de la résistance, qui est un organisme qui avait été créé en 1943 sous l'occupation allemande pour fédérer les mouvements de résistance. Donc en fait, qu'est-ce que fait Bidault? Eh bien, il essaie de rejouer à nouveau une deuxième résistance. Mais cette deuxième résistance, à propos de la politique algérienne de la France, elle est désormais tournée contre de Gaulle. Et le fait que cette deuxième résistance soit en partie animée à partir d'un certain moment depuis le territoire allemand, lorsque Bidault s'y réfugie, va constituer un problème tout à fait important, essentiellement pour une dimension politique et symbolique.
Bidault doit par la suite se réfugier un temps au Brésil. À son retour en Europe, il est accueilli en RFA et pris en main par les services secrets. Bonn souhaite en effet l'utiliser dans son double jeu entre Paris et Alger. La mission des services de renseignement, c'est d'établir en amont des contacts avec l'opposition, au cas où elle accéderait au pouvoir, afin de permettre de faire le lien avec la République. Dans le cas de Bidault, qui était devenu un ennemi juré de De Gaulle, c'était assez délicat. Mais cela n'a pas empêché les services secrets allemands de rester en contact avec lui pendant son séjour en Bavière, au cas où De Gaulle serait renversé et qu'il reviendrait sur le devant de la scène. Le président Kennedy se déplace en visite officielle à Paris. De Gaulle cherche à nouer le dialogue avec les Américains, comme un rempart contre le jeu dangereux des Allemands. Certains entretiens entre Adenauer et des hommes politiques américains révèlent très clairement que De Gaulle s'est plaint du double jeu mené par la politique allemande. Il est très utile pour les Allemands d'avoir un avantage dans la négociation politique. Et donc ce n'est que de la politique, c'est simplement de la politique. La tolérance que les nationalistes algériens ont trouvé sur leur territoire, la tolérance de la police allemande à l'égard des trafiquants d'armes allemands qui aidaient le FLN algérien, la tolérance des autorités allemandes à l'égard des chefs militaires de l'OAS illégaux sur le territoire allemand, la tolérance avec laquelle les autorités allemandes laissent Bidault se déplacer sur le territoire allemand, tout ceci est très compréhensible parce que ça permet, dans une négociation politique globale, d'avoir des points de négociation et puis à partir d'un certain moment, les autorités peuvent décider d'expulser administrativement telle ou telle personne hostile à la politique du général de Gaulle. Du point de vue français, il y a un problème de confiance manifeste parce que les services secrets allemands sont au courant de tous les attentats terroristes perpétrés par l'ALN en Afrique du Nord, mais aussi sur le sol français. Un exemple particulièrement frappant est celui de Fréjus. En décembre 1959, un barrage cède lors d'une tempête. L'eau qui déferle sur la ville coûtera la vie à 412 personnes. Aujourd'hui encore, il s'agit officiellement d'un accident. En réalité, ce sont des terroristes du FLN qui ont fait sauter le barrage. Les services de renseignement allemands savaient précisément où et quand cet attentat aurait lieu. Mais ils n'ont pas prévenu leurs homologues français. Une fois de plus, c'est l'agent Richard Christmann qui a vent de l'attentat que le FLN prépare à Fréjus et qui prévient ses supérieurs. Aujourd'hui encore, on ignore pourquoi les services secrets allemands ont gardé l'information pour eux, provoquant des centaines de victimes. Il est clair pour tout le monde que l'Algérie constitue le grand drame du conflit entre l'Est et l'Ouest, qui fonde les futures relations Nord-Sud. En coulisses, les Américains commencent à faire pression pour que la France rétablisse la paix en Algérie, de façon à éviter que le conflit ne s'étende à toute l'Afrique du Nord, voire au reste du monde musulman. Pour cela, ils mettent à profit leur puissance économique. La France a besoin d'un crédit de plus de 600 millions de dollars pour financer la guerre et éviter une inflation massive. En contrepartie, les États-Unis exigent qu'elle retire 100 000 soldats d'Algérie. Il s'ensuit une crise dans les relations franco-américaines. Les militaires français redoutent ce qu'ils appellent alors un Dien Bien Phu diplomatique. L'Algérie obtient finalement l'indépendance en 1962. Les rebelles Ben Bella et Boumedienne rentrent en vainqueurs à Alger. La fin de la guerre d'Algérie offre une nouvelle opportunité pour un rapprochement franco-allemand.
la fin de la guerre d'Algérie, par les accords d'Évian de mars 1962, cela aboutit au fait que la France, désormais, se concentre en Europe, que la France, qui était quasiment en guerre depuis 1939, est en paix, et que De Gaulle va pouvoir développer une politique internationale extrêmement ambitieuse. Et il est très probable que le règlement de ce contentieux par la fin de la guerre d'Algérie, en juillet 1962, a facilité les discussions débouchant sur le traité de l'Élysée. Je ne pense pas pour autant, je ne pense pas cependant que la fin de la guerre d'Algérie était une condition indispensable au règlement de l'entente franco-allemande. Il y avait entre la France et l'Allemagne des contentieux bien plus importants liés à la guerre. Durant l'été 1962, le chancelier Adenauer fait une nouvelle visite en France. Les négociations sur un traité franco-allemand sont entamées depuis longtemps. De Gaulle propose de forger un traité d'amitié officiel qui lierait les deux peuples et marquerait l'apogée du processus de réconciliation des anciens ennemis héréditaires. Mais un dernier obstacle hérité de la guerre pèse encore sur la réconciliation franco-allemande. Au moment où se négocie l'accord de dédommagement aux victimes, la justice française paraît plus coulante à l'égard des anciens criminels de guerre, ce qui provoque beaucoup de réactions dans l'opinion publique, beaucoup de protestations. Le chef suprême des SS et de la police de Paris, Karl Oberg, ainsi que le chef de la sécurité pour la France, Helmut Knochen, sont encore détenus dans des prisons françaises. Il reviendra à De Gaulle de libérer plus ou moins discrètement ces deux grands criminels de guerre allemands. Le général de Gaulle, pour pouvoir mettre en œuvre le futur traité d'amitié avec l'Allemagne, a libéré Oberg et Knochen de façon à dire à l'opinion publique le dernier obstacle, c'est-à-dire la présence d'Allemands en France en prison, est levé et nous relâchons ces criminels qui étaient les plus importants de cette occupation allemande. Gracier ces coupables est un geste qui scelle une amitié au-delà des victimes de la guerre. Il aura fallu franchir un long chemin pour aboutir à la réconciliation entre les deux États. Ce n'était pas un prix, c'était une condition, on peut dire. Le fait que des Allemands soient encore en prison, le général de Gaulle a jugé que c'était un obstacle à une véritable amitié. Les Français, je dirais dans leur ensemble, ont critiqué cette décision. Le Parti communiste en particulier, les associations de résistants, les Juifs qui avaient été victimes des persécutions menées par Oberg et Knochen. À l'été 1962, des chars allemands circulent de nouveau sur le territoire français. Mais cette fois, ils sont en manœuvre. Les chefs politiques des deux démocraties y assistent. Ils entendent ensuite la messe. Ces images ont fait le tour du monde. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle dans la cathédrale de Reims, l'église où furent couronnés les rois de France. Le traité de l'Élysée sera signé à Paris le 22 janvier 1963. Le traité de l'Élysée est à la fois l'aboutissement de quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la réconciliation franco-allemande qui a été commencée par Robert Schuman, il ne faut jamais l'oublier, et qui a été repris par des hommes comme Guy Mollet, par exemple, mais magnifié par le général de Gaulle. C'est donc un aboutissement. Mais ce succès historique sera troublé par l'ajout d'un préambule au traité, une initiative du Parlement allemand.
C'était une défaite à la fois pour Adenauer et pour de Gaulle. Pour Adenauer, parce que le Bundestag affirmait dans le traité la primauté des liens avec l'Amérique, soulignant que s'il fallait choisir, il faudrait se ranger du côté des Américains. Pour de Gaulle, parce qu'il voulait que les relations franco-allemandes jouent le premier rôle dans la politique européenne et que la France soit le partenaire fort de cette relation. Pour de Gaulle, c'était une défaite, certes, mais surtout la déception de ne pas avoir pu atteindre son objectif. Il l'a d'ailleurs exprimé de façon symbolique en disant qu'à cause de ce préambule, le traité de l'Élysée avait eu une nuit de noces incomplète. En réalité, le fond de l'affaire, ça n'est pas que le Bundestag vote le traité avec un préambule, c'est que le chancelier Adenauer va abandonner le pouvoir et va être remplacé par un homme qui s'appelle Ludwig Erhard et qui n'a pas du tout les mêmes idées que Adenauer, et c'est cela qui va modifier la relation franco-allemande dans les années qui vont suivre. Eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und sich greift. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. L'ennemi numéro un devient l'Union soviétique, pour la France comme pour les Anglo-Américains. De Gaulle voulait détourner Adenauer et la RFA des Américains pour pouvoir organiser un contrepoids face à l'Amérique. Le projet initial de Gaulle, qui consiste à démanteler l'économie et le territoire allemand, est vite abandonné. L'Europe de l'Ouest a besoin de la force économique du pays vaincu. À la fin des années 40, alors qu'une nouvelle crise provoque une hausse du chômage et que le mécontentement croissant fait craindre de nouvelles menaces politiques, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, présente un plan visionnaire. L'intégration européenne par une mise en commun des productions d'acier et de charbon. En 1950, l'objectif était encore d'assurer la sécurité face à l'Allemagne. Mais à l'inverse de ce qui s'était passé après la Première Guerre, il s'agissait cette fois de se prémunir contre le danger que représentait l'Allemagne en l'intégrant dans des structures européennes. Le plan de Robert Schuman prévoyait de contrôler le charbon et l'acier, c'est-à-dire les deux grands secteurs de base de l'industrie militaire. Mais ce qu'on ne dit pas en Allemagne, et qu'il conviendrait aujourd'hui de rappeler, c'est que la France consentait là à un sacrifice, puisqu'elle renonçait à une partie de sa souveraineté. L'Allemagne, elle, et c'était le sens de la politique d'Adenauer, s'efforçait d'obtenir l'égalité des droits, et c'est précisément le plan Schuman qui l'a rétabli. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1951, a pour but de renforcer deux secteurs clés et donc de soutenir l'économie de l'Europe. L'idée qu'elle puisse déboucher un jour sur une fédération politique est absolument inenvisageable par la France de l'époque. Pour la toute jeune République fédérale d'Allemagne, faire partie de cette communauté équivaut déjà à un premier retour dans le concert des nations. Une fois de plus, c'est la guerre qui conditionne les intérêts de chacun. Lorsqu'au mois d'août 1950, les troupes nord-coréennes envahissent le sud du pays et que les Américains décident d'intervenir dans le conflit, le monde entrevoit déjà une troisième guerre mondiale. Près d'1 million de soldats et 3 millions de civils mourront au cours des 3 années qui suivent. Pour l'Allemagne, la guerre de Corée apparaît comme un énorme programme de soutien à la production. Et sur le plan politique,
Elle lui permet de franchir une nouvelle étape vers la souveraineté totale et l'égalité des droits. Le Premier ministre britannique Winston Churchill réclame la création immédiate d'une armée européenne incluant une participation allemande. Par le biais du réarmement, Konrad Adenauer entend restaurer la souveraineté totale de la RFA. Lors des entretiens de Petersberg, auxquels il assiste accompagné de son conseiller Theodor Blank et des ex-généraux de la Wehrmacht Adolf Heusinger et Ernst Speidel, il soumet aux Alliés une proposition de contribution militaire. Un projet de défense commune devrait constituer un cadre acceptable pour la France. En 1952, Robert Schuman et Konrad Adenauer signent un traité qui institue une communauté européenne de défense. L'année suivante, il est ratifié au Bundestag avec une forte majorité. En coulisses, pour calmer les craintes françaises encore tenaces, Reinhard Gehlen agit à la tête des services de renseignement allemands. Au début des années 50, et même dès la fin des années 40, Reinhard Gehlen avait commencé à réunir des équipes pour travailler à l'organisation d'une nouvelle force militaire en Allemagne occidentale. Il existe toute une série de dossiers qui témoignent qu'il avait posé des jalons dans ce sens. Et si mes souvenirs sont bons, il avait déjà soumis aux Français des nominations possibles au poste de commandement de la future défense allemande. Le chef des services secrets allemands éprouve la plus grande méfiance vis-à-vis des États-Unis. Il se tourne plutôt vers ses voisins d'outre-Rhin et noue des liens avec eux. Il y avait très peu de réticence. Du moins, les Français qui travaillaient avec nous n'en montraient pas. On avait l'impression de travailler avec des collègues officiers. Tout se passait très simplement. Finalement, le réarmement de la RFA ne sera pas scellé par un traité franco-allemand, mais se fera sous l'égide de l'OTAN. Les États-Unis envoient une première livraison d'armes et de chars après que l'Allemagne de l'Ouest a recouvré son entière souveraineté en 1955. L'idée d'une intégration européenne dans le domaine militaire a donc échoué. Le gouvernement français n'est pas encore prêt à un tel rapprochement avec les Allemands. Ces offres émanaient de l'entreprise de Hans Sommer, installée en Italie. Hans Sommer a tout planifié au nez et à la barbe de la Stasi. Richard Christmann était également impliqué dans cette histoire. La Stasi le soupçonnait de recruter à Brême des Allemands spécialisés dans les explosifs pour aider le FLN. En Algérie, la situation devient de plus en plus confuse, violente et désespérée. Que ce soit à Bonn, Berlin-Est ou Paris, chacun ne cherche qu'à défendre ses intérêts tout au long d'un conflit qui fera des centaines de milliers de victimes. Le FLN le sait et l'exploite. Le Front de Libération Nationale recrutait des ouvriers algériens à l'étranger, pas seulement pour en faire des combattants, mais surtout pour qu'ils se cotisent. Ils étaient obligés de mettre la main à la poche. Avec cet argent, le FLN achetait des armes pour les combattants qui luttaient en Algérie. Il cherchait surtout à acheter des armes en Allemagne. Il y a, on l'oublie souvent, des troupes françaises en Allemagne et que les forces françaises en Allemagne vont être un lieu tout à fait important pour le développement de la contestation contre la politique du gouvernement dès la fin de la IVe République, mais surtout à partir du retour au pouvoir du général de Gaulle. Donc ça, c'est le premier point qui cristallise une tension entre la France et l'Allemagne. Le second point, c'est bien sûr que le FLN va trouver en Allemagne un lieu, un pays
qui va lui servir de refuge et un lieu qui va lui servir en même temps d'approvisionnement, puisqu'une partie des armes de l'ALN et de la rébellion algérienne vient d'Allemagne. Les ouvriers algériens qui travaillaient en Allemagne et les marchands d'armes allemands qui approvisionnaient le FLN sont devenus la cible des services secrets français qui ont assassiné des représentants du FLN en Allemagne et sont même allés jusqu'à poignarder le représentant du gouvernement algérien sur le perron de l'ambassade de Tunisie. Ils ont commis des attentats contre des marchands d'armes allemands. Certains ont même été tués. Ils ont également fait sauter des navires, comme ce bateau dans le port de Hambourg. À la fin des années 1950, une vague d'attentats visant des Algériens installés en Allemagne fait la une des journaux. Les soupçons se portent aussitôt sur les services secrets français et l'organisation armée clandestine Main Rouge, avec laquelle les services secrets allemands sont également en contact. Donc c'est avant d'ailleurs l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle que... Le seul ami de la France. L'Union soviétique fait face au pacte atlantique, tandis que l'Amérique et l'Angleterre ont l'air décidées à exiger de la France qu'elle renonce à l'Afrique du Nord. La 4e République fait donc les frais de ce conflit nord-africain. En 1958, lors de son premier voyage à Alger, De Gaulle est acclamé. Tout le monde se réjouit, les Algériens comme les ultranationalistes français. Un tragique malentendu. De Gaulle se retrouve isolé, même vis-à-vis de l'allié américain. De Gaulle tenait à ce que la France possède l'arme nucléaire, à ce qu'elle conserve son influence sur une bonne partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Il souhaitait aussi que l'OTAN reconnaisse la France comme la force prépondérante dans différentes parties du monde. Mais c'était une idée à laquelle les Américains et les Britanniques étaient très réticents. Traditionnellement, et depuis 1942, les États-Unis sont une puissance décolonisatrice. C'est la politique officielle des États-Unis qui est régulièrement affirmée. Les États-Unis sont nés, comme vous le savez, de la colonisation et ils se sont toujours affirmés par la suite comme étant une puissance décolonisatrice. Après le débarquement en Afrique du Nord, en 1942, les États-Unis, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'ont cessé d'accorder un soutien régulier aux nationalistes nord-africains. Le ministère des Affaires étrangères parle alors d'un choc des civilisations et explique qu'en Afrique du Nord, c'est la civilisation occidentale qu'il défend. La guerre d'Algérie capte désormais l'attention de toute l'Europe et même du monde entier. Le conflit dépasse largement le cadre de la lutte pour l'indépendance. Pour les Français d'Algérie les plus radicaux, qui combattent le mouvement indépendantiste, il en va de l'avenir de la France et du salut de la civilisation occidentale. Tel est également le point de vue du chancelier Adenauer. Toutefois, Bonn joue depuis longtemps sur deux tableaux. C'est-à-dire que l'Allemagne officielle soutienne la France, et pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que pour Adenauer, l'action de la France en Algérie, c'est une action en faveur de l'Occident. Et il n'y a pas plus anticommuniste que le chancelier Adenauer, et par conséquent, il ne saurait pas s'opposer à la politique algérienne du général de Gaulle. La politique officielle du chancelier et du ministère des Affaires étrangères s'efforçait à la fois de ménager... La police et l'armée s'en prennent brutalement aux partisans du mouvement indépendantiste. Beaucoup viennent d'autres pays européens, où ils trouvent refuge, entre autres en RFA. Il y avait la lutte pour l'Algérie,
mais aussi pour son pétrole. Et la CIA américaine défendait très activement ses intérêts pétroliers, entre autres contre les Français. Et puis il y avait aussi les exportations vers les pays arabes. La RFA souhaitait accroître ses échanges avec l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Bien sûr, si ces pays constataient que la RFA se rangeait du côté arabe, ils seraient plus disposés à commander des biens de consommation allemands. Pour mener ses opérations secrètes en Afrique du Nord, l'Allemagne de l'Ouest fait appel à un agent de haut vol, Richard Christmann. De son côté, la police secrète est-allemande garde un œil sur ses activités. En janvier 1958, le gouvernement tunisien missionne Christmann pour construire un casino. Une opération baptisée Maison d'Or par les services secrets allemands. Les Allemands y investissent beaucoup d'argent. Ils font même venir les Tunisiens en Allemagne pour se mettre d'accord avec eux et signer un contrat stipulant que le personnel devra comprendre un nombre important de ressortissants allemands. Christmann a vraiment joué un rôle de conseiller militaire auprès des Algériens. C'est ce qui ressort d'un grand nombre d'opérations. Il leur a procuré du matériel sanitaire ainsi que des casques et des pièces d'uniforme. Il les a conseillés et formés aux techniques du renseignement. Il a participé à des actions de propagande pour inciter les Allemands engagés dans la Légion étrangère française à déserter. Mais le clou, ça a été l'opération Hirondelle qui a été menée en RFA. À l'issue de cette opération, une cinquantaine d'officiers français d'origine algérienne ont déserté d'un coup pour rejoindre les forces de l'ALN. Dans ce double jeu avec les pays arabes, les services de renseignement est-allemands de la Stasi utilisent également Hans Sommer, un ancien criminel de guerre nazi. Une histoire d'espionnage typique de l'Allemagne de la guerre froide. Il est apparu assez clairement que le FLN algérien avait reçu des propositions pour des armes à feu et des mitrailleuses. Ces offres émanaient de l'entreprise de Hans Sommer, installée en Italie. Hans Sommer a tout planifié au nez et à la barbe de la Stasi. Richard Christmann était également impliqué dans cette histoire. La Stasi le soupçonnait de recruter à Brême des Allemands spécialisés dans les explosifs pour aider le FLN. Mobilisation occidentale. Tel est également le point de vue du chancelier Adenauer. Toutefois, Bonn joue depuis longtemps sur deux tableaux. C'est-à-dire que l'Allemagne officielle soutienne la France, et pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que pour Adenauer, l'action de la France en Algérie, c'est une action en faveur de l'Occident. Et il n'y a pas plus anticommuniste que le chancelier Adenauer, et par conséquent, il ne saurait pas s'opposer à la politique algérienne du général de Gaulle. La politique officielle du chancelier et du ministère des Affaires étrangères s'efforçait à la fois de ménager la France et les pays arabes qui observaient de près l'attitude de la RFA dans ce conflit. Quant aux services secrets, ils ont clairement pris parti en faveur du mouvement de libération algérien et de l'ALN, son bras armé. Depuis longtemps déjà, le FLN a porté le combat jusqu'en Europe. À Paris, la police et l'armée s'en prennent brutalement aux partisans du mouvement indépendantiste. Beaucoup viennent d'autres pays européens, où ils trouvent refuge, entre autres en RFA. Il y avait la lutte pour l'Algérie, mais aussi pour son pétrole. Et la CIA américaine défendait très activement ses intérêts pétroliers, entre autres contre les Français. Et puis il y avait aussi les exportations vers les pays arabes. La RFA souhaitait accroître ses échanges avec l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Tunisie et le Maroc. Bien sûr, si ces pays constataient que la RFA se rangeait du côté arabe, ils seraient plus disposés à commander des biens de consommation allemands. Pour mener ses opérations secrètes en Afrique du Nord, l'Allemagne de l'Ouest fait appel à un agent de haut vol, Richard Christmann. De son côté, la police secrète est-allemande garde un œil sur ses activités.
En janvier 1958, le gouvernement tunisien missionne Christmann pour construire un casino. Une opération baptisée Maison d'or par les services secrets allemands. Les Allemands y investissent beaucoup d'argent. Ils font même venir les Tunisiens en Allemagne pour se mettre d'accord avec eux et signer un contrat stipulant que le personnel devra comprendre un nombre important de ressortissants allemands. Christmann a vraiment joué un rôle de conseiller militaire auprès des Algériens. C'est ce qui ressort d'un grand nombre d'opérations. Il leur a procuré du matériel sanitaire ainsi que des casques et des pièces d'uniforme. Il les a conseillés et formés aux techniques dire aux autres. Les Français voulaient avoir accès au charbon. Tout l'enjeu était là. Les services de renseignement travaillent avec leurs homologues et contre leurs homologues. Il y a opposition, bien sûr, lorsque les intérêts nationaux sont divergents. Et justement, au sujet de la Sarre, les intérêts français et allemands étaient diamétralement opposés. Les Français se sont servis de leurs services secrets pour tenter d'empêcher que le référendum sur la Sarre donne lieu à de véritables élections libres. Les services secrets allemands, eux, manœuvraient en sens inverse. Durant l'été 1955, le référendum sur le statut de la Sarre donne lieu à des campagnes de propagande acharnées. Plusieurs grands partis ouest-allemands comme le SPD et la CDU sont tenus à l'écart ou ne peuvent y prendre part qu'au dernier moment. Malgré tout, Bonn fait tout ce qui est en son pouvoir pour influer sur l'issue du scrutin. Dans les années 1954-55, pour toutes les opérations des services secrets allemands, il fallait obtenir au préalable l'aval de la CIA. Or, il n'était pas pensable que la CIA autorise une opération allant à l'encontre de la France, son allié. Il fallait donc trouver des moyens détournés. C'est ainsi que l'on a choisi de diriger les opérations depuis les services de Hambourg et de travailler en étroite coopération avec le ministère fédéral. C'est ce qui permet, entre autres, de financer l'intervention de Richard Christmann, un ancien agent du Troisième Reich chargé par les services secrets d'œuvrer pour le rattachement de la Sarre à l'Allemagne. Pour la Sarre, Christmann avait reçu 3 missions. Premièrement, fournir des renseignements sur des personnalités pro-françaises. Deuxièmement, initier certains groupes d'opposition aux méthodes de renseignement et les former aux actions de sabotage. Troisièmement, et c'était là la partie la plus importante, acheminer jusque dans la Sarre des tonnes de matériel de propagande, en particulier le journal Bad Kreuznacher Zeitung. Nous avions un journal social-démocrate, die Freie Saarpresse, mais il était impossible de l'imprimer ici. Nous devions l'imprimer à Mannheim, puis le ramener dans la Sarre de façon plus ou moins clandestine pour pouvoir le distribuer discrètement. Finalement, en octobre 1955, plus des 2/3 des votants se prononcent pour le rattachement de la Sarre à la RFA. Mais cette défaite de la France ne provoque pas de nouvelles tensions entre Bonn et Paris. Au contraire, lorsqu'ils se rencontrent au Luxembourg, Guy Mollet et Konrad Adenauer balaient d'un revers de main tout ce qui pourrait constituer un obstacle. De Gaulle et la France de terminer la guerre en vainqueur. Grâce à une politique diplomatique habile, De Gaulle a assuré à la France un statut de vainqueur. Avant même la fin de la guerre, en décembre 1944, il conclut avec l'Union soviétique de Staline un traité d'amitié pour une durée de 20 ans. Mais en 1947, voyant la France en proie à l'agitation communiste, De Gaulle opère un revirement. Avec la guerre froide qui se développe et surtout la présence en France d'un important parti communiste qui à certains moments représente le quart de l'électorat, il y a une véritable menace qui est ressentie de la part des dirigeants français de la 4e République à l'égard de l'Union soviétique. Cette menace qui est ressentie du côté de l'Union soviétique fait que la France va abandonner implicitement le traité franco-soviétique de 1944 et adhérer à l'Alliance Atlantique en 1949. L'Allemagne, qui était considérée comme l'ennemi,
à abattre et à tenir longtemps abattu, n'est plus l'ennemi numéro un. L'ennemi numéro un devient l'Union soviétique, pour la France comme pour les Anglo-Américains. De Gaulle voulait détourner Adenauer et la RFA des Américains pour pouvoir organiser un contrepoids face à l'Amérique. Le projet initial de Gaulle, qui consiste à démanteler l'économie et le territoire allemand, est vite abandonné. L'Europe de l'Ouest a besoin de la force économique du pays vaincu. À la fin des années 40, alors qu'une nouvelle crise provoque une hausse du chômage et que le mécontentement croissant fait craindre de nouvelles menaces politiques, le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, présente un plan visionnaire. L'intégration européenne par une mise en commun des productions d'acier et de charbon. En 1950, l'objectif était encore d'assurer la sécurité face à l'Allemagne. Mais à l'inverse de ce qui s'était passé après la Première Guerre, il s'agissait cette fois de se prémunir contre le danger que représentait l'Allemagne en l'intégrant dans des structures européennes. Le plan de Robert Schuman prévoyait de contrôler le charbon et l'acier, c'est-à-dire les deux grands secteurs de base de l'industrie militaire. Mais ce qu'on ne dit pas en Allemagne est Paris-Berlin et amène De Gaulle à adopter une ligne pro-européenne. La différence, c'est que De Gaulle est désormais à moitié converti à ce qu'il combattait autrefois et qu'il a rallié des millions de compatriotes à cette conversion. C'est son grand exploit. Pour le reste, ce qui devait provoquer la chute de la 4e République était déjà joué. La guerre d'Algérie, qui éclate le 1er novembre 1954, menace de déchirer la société française. L'armée française combat avec brutalité les militants du mouvement indépendantiste, mais aussi les civils. Des milliers de personnes sont arrêtées, torturées et exécutées. En 1957, l'armée nettoie la Casbah d'Alger pour en déloger tous ceux qui soutiennent le FLN. Sur le plan international aussi, les gouvernements français sont soumis à une pression de plus en plus grande. Ils n'ont plus qu'un allié de poids, la République fédérale d'Allemagne. En 1945, le grand ennemi de la France, c'était l'Allemagne. L'Union soviétique faisait alors partie des Alliés. Après 1958, la 4e République s'achève. Et là, l'Allemagne apparaît comme le seul ami de la France. L'Union soviétique fait face au pacte atlantique, tandis que l'Amérique et l'Angleterre ont l'air décidées à exiger de la France qu'elle renonce à l'Afrique du Nord. La 4e République fait donc les frais de ce conflit nord-africain. En 1958, lors de son premier voyage à Alger, De Gaulle est acclamé. Tout le monde se réjouit, les Algériens comme les ultranationalistes français. Un tragique malentendu. De Gaulle se retrouve isolé, même vis-à-vis de l'allié américain. De Gaulle tenait à ce que la France possède l'arme nucléaire, à ce qu'elle conserve son influence sur une bonne partie de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Il souhaitait aussi que l'OTAN reconnaisse la France comme la force prépondérante dans différentes parties du monde. Mais c'était une idée à laquelle les Américains et les Britanniques étaient très réticents. Traditionnellement, et depuis 1942, les États-Unis sont une puissance décolonisatrice. C'est la politique officielle des États-Unis qui est régulièrement affirmée. Les États-Unis sont nés, comme vous le savez, de la colonisation et ils se sont toujours affirmés par la suite comme étant une puissance décolonisatrice. Après le débarquement en Afrique du Nord, en 1942, les États-Unis, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'ont cessé d'accorder un soutien... C'est à son armée nationale, puisqu'elle aurait été intégrée à une armée européenne. Tandis que pour l'Allemagne, qui n'avait pas d'armée, participer à une force européenne aurait été vécu comme une avancée positive. Mais ce n'est pas la seule raison de l'échec de la CED à Paris.
Certes, le gouvernement socialiste dirigé par Pierre Mendès France soumet le traité au Parlement pour qu'il le ratifie, mais en parallèle, il poursuit un autre objectif totalement incompatible avec l'idée d'une défense commune. Mendès France et le président Vincent Auriol approuvent en effet le programme nucléaire français, et cela malgré l'opposition des États-Unis. Au départ, ils voulaient l'aval des Américains pour lancer leurs recherches nucléaires. Mais l'administration Eisenhower hésitait à fournir à la France une technologie qui lui permette de se doter de la bombe nucléaire. Parce que si elle donnait son accord à Paris, comment le refuser à Bonn? Beaucoup d'Américains avaient peur que les Allemands développent eux aussi l'arme nucléaire. Pendant longtemps, ils ont craint que la France et l'Allemagne conjuguent leurs efforts pour la mettre au point. Alors que les États-Unis redoutent une éventuelle force de frappe nucléaire franco-allemande, la France, elle, n'est pas du tout prête à l'envisager. Son programme nucléaire a pour seul but de hisser la France au rang des puissances mondiales et d'asseoir sa supériorité sur l'Allemagne. Certains Allemands, le nouveau ministre de la Défense, Franz Josef Strauß par exemple, auraient pourtant été prêts à participer au projet nucléaire français. Une position que les États-Unis observent de près. Ce qui se jouait, c'était de voir si l'Allemagne développerait une politique indépendante avec la France ou si elle déciderait finalement de rester dans le camp américain. Mais sur le chemin de la réconciliation franco-allemande, d'autres obstacles devront encore être aplanis. Il faut décider par exemple de l'avenir de la Sarre. Cette région allemande est alors liée à la France par une union économique et monétaire. Ce statut spécial est avant tout dicté par des intérêts économiques. Il y avait un enjeu qui était l'accès au charbon de la Sarre. Il faut savoir qu'avec la Ruhr, cette région était l'une des plus riches d'Allemagne, voire d'Europe et du monde. Nous avions un niveau de vie nettement supérieur aux autres. Les Français voulaient avoir accès au charbon. Tout l'enjeu était là. Les services de renseignement travaillent avec leurs homologues et contre leurs homologues. Bonn avait bien sûr donné l'ordre de soutenir le FLN. Mais le chancelier n'était pas personnellement informé de tous les détails des opérations, entre autres pour qu'elles ne puissent pas lui être reprochées par les Français. Avant le retour de Gaulle, le gouvernement socialiste est pris pour cible par les ultranationalistes qui, parallèlement, recherchent le soutien des services secrets ouest-allemands. J'étais en poste depuis seulement quelques mois quand un contact me communique une demande formulée par, disons, des Français d'Algérie, pour rester vague, qui veulent savoir quelle sera l'attitude du gouvernement de la RFA s'ils organisent un putsch contre Paris. Devront-ils compter sur un laisser-faire, un soutien, ou carrément un soutien actif? L'affaire avait l'air très sérieuse. Il a même dû être question de livraison d'armes. Le très puissant président de Gaulle, dont la politique s'oriente vers une rapide indépendance de l'Algérie, est à son tour pris pour cible par les ultranationalistes. Lors de son passage triomphal à Alger, il est encore accueilli par une poignée de main du général Massu. Mais en avril, des généraux français tentent un coup d'État sous la houlette de Jacques Salan et Maurice Schall. Ce putsch échouera quelques jours plus tard suite aux appels vibrants du général de Gaulle. Les services secrets ouest-allemands comprennent alors pourquoi ils avaient été sollicités par des Français d'Algérie. Au moment de la tentative de putsch, j'ai tout de suite compris que c'était ces gens-là qui avaient contacté nos services pour préparer leur opération.
Un ancien compagnon de route du général de Gaulle cherche lui aussi le soutien des services secrets ouest-allemands. Georges Bidault a été ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. Alors qu'au plus fort de la guerre d'Algérie, il soutenait de Gaulle, il devient cette fois un farouche adversaire du général, dont il combattra la politique d'indépendance par tous les moyens. Bidault utilise contre de Gaulle ses bons contacts avec les services secrets allemands. Au moment de la guerre d'Algérie, L'étape vers la souveraineté totale et l'égalité des droits. Lorsque la guerre de Corée a éclaté et que beaucoup de gens ont cru qu'une troisième guerre mondiale était possible, les Américains ont encouragé le réarmement de la RFA. Au départ, l'idée était de créer une communauté européenne de défense. L'Allemagne n'aurait donc pas eu d'armée indépendante. Les soldats allemands auraient travaillé sous les ordres d'officiers français, britanniques ou américains. Mais à Paris, pour ceux qui considéraient encore l'Allemagne comme une menace, c'était déjà allé beaucoup trop loin. Pendant la guerre de Corée, voyant l'Allemagne de l'Est poser les bases d'une organisation militaire, l'Europe de l'Ouest craint désormais une attaque communiste. Le chancelier Adenauer imagine déjà l'armée rouge avancer jusqu'au Rhin et réclame aux alliés occidentaux de nouvelles garanties de sécurité. Mais à ce stade, la majorité des Français ne peut encore admettre que la RFA retrouve une armée indépendante. Dans les années 1951-52, tout gouvernement français qui aurait cautionné l'idée d'une armée allemande aurait été aussitôt contraint de démissionner. Mais les projets d'une armée allemande indépendante sont depuis longtemps relégués aux oubliettes. En 1950, lors d'une réunion du Conseil de l'Europe à Strasbourg, le Premier ministre britannique Winston Churchill réclame la création immédiate d'une armée européenne incluant une participation allemande. Par le biais du réarmement, Konrad Adenauer entend restaurer la souveraineté totale de la RFA. Lors des entretiens de Petersberg, auxquels il assiste accompagné de son conseiller Theodor Blank et des ex-généraux de la Wehrmacht Adolf Heusinger et Ernst Speidel, il soumet aux Alliés une proposition de contribution militaire. Un projet de défense commune devrait constituer un cadre acceptable pour la France. En 1952, Robert Schuman et Konrad Adenauer signent un traité qui institue une communauté européenne de défense. L'année suivante, il est ratifié au Bundestag avec une forte majorité. En coulisses, pour calmer les craintes françaises encore tenaces, Reinhard Gehlen agit à la tête des services de renseignement allemands. Au début des années 50 et même dès la fin des années 40, Reinhard Gehlen avait commencé à réunir des équipes pour travailler à l'organisation d'une nouvelle force militaire en